Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode numéro 126, et on va parler du 16e Grand Prix de cette saison 2022, Grand Prix qui a lieu au Japon. Et cette semaine, avec moi, Paul, comment ça va ? Bah écoute, en pleine forme. Pour commencer, on va rappeler donc notre jeu Twitter, et c'est Fabrice qui a gagné, qui a trouvé donc Marquez qui était en pôle sur les circuits de Motegi au Japon. On va commencer tout de suite avec quelques petites news, alors notamment en Moto 3, puisque c'est le retour de la revanche de Freddy, puisque Romano Fenati revient en Moto 3 chez Snipers. Donc je sais pas combien de retours il en est, mais ça va commencer à faire quelque chose d'assez d'assez impressionnant. On va le surnommer Terminator à force. Tu crois ? Non, à force de faire des films sur lui, si tu veux, ça va être aïe aïe aïe. Quelques petites news aussi en MotoGP. Donc il y a eu un incendie dans le paddock jeudi, donc avant de démarrer le week-end de course, dans le box de Marc VDS, donc équipe Moto2, et ce sont des mécanos Suzuki et Aprilia qui sont intervenus les premiers, donc pour éteindre le feu, et parce qu'ils étaient encore sur place. Donc ça a été une petite news qui a fait bouger un peu le paddock avant que les essais démarrent. Et pour le prochain GP, on aura un autre retour d'un Italien. Cette fois-ci, c'est Danilo Petrucci qui va remplacer Joan Mir pour le Grand Prix de Thaïlande, donc le week-end prochain qui va arriver. Et aussi, il y a eu une prolongation, cette fois-ci en World Superbike, puisque c'est Loris Baz qui est prolongé chez BM pour 2023. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On fera un petit point en fin d'épisode sur le World Superbike. Qu'est-ce que t'en dis de ces petites news, notamment justement Baz et Petrucci ? Alors Baz, moi je suis un très gros fan, je suis juste déçu qu'ils puissent ne prolonger que pour un an. Bon, ça doit être la loi des contrats, mais voilà. La BM progresse, donc c'est bien qu'ils puissent enfin rester dans une équipe un petit peu plus longtemps et puis continuer de développer. Donc il y a pas de raison, surtout qu'il a été longtemps première BM en SBK. Et pour Petrucci, c'est top de le revoir. Bon, malheureusement, il aura pas gagné le titre Moto America, mais bon, il revient. J'espère juste qu'il aura la combinaison inifugée, parce que ça a un petit peu chauffé pour Suzuki ce week-end. Ça a été assez spectaculaire. On va passer justement à ce week-end de course, donc au Japon, en Moto 3 pour commencer. Donc ce sont Hotgun, Tatei, Garcia et Felon qui passent en Q2 pour un samedi qui se déroule sous la pluie. Et en Q2, c'est Suzuki qui prend la pole devant Ogden, Sergio Garcia en première ligne, Sasaki 4e, Foggia 5 et Mignot 6e. Felon, le français, est 13e. En course, Suzuki part bien avec Garcia et Guevara dans la roue, et ça chute à l'arrière dans le premier tour. Donc Tatei, Toba, Kelso et Watley sont impliqués. Beaucoup de dépassements en tête, un petit écart se creuse après la 4e place. Olgado chute dans le 4e tour, donc suivi par Suzuki le tour suivant. Mazia, quant à lui, va rejoindre le groupe de tête. Donc Felon chute à mi-course. On a toujours 4 pilotes devant avec Sasaki, Guevara, Mazia et Foggia. Le deuxième groupe compte aussi 4 pilotes avec Garcia, Morera, McPhee et Munoz. Donc avec deux groupes de 4, il y a quand même beaucoup de dépassements, mais c'est un paquet qui est un petit peu moins compact qu'habituellement. Et on a Mazia qui va chuter alors qu'il s'était bien replacé, donc à Highside en sortie du T12, donc un virage qui est assez rapide. Et Guevara va s'imposer devant Foggia et Sasaki. 3 Garcia, 4 Munoz, 5 Morera, 6 et McPhee 7. Donc une course Moto 3 qui était assez terne une fois la mi-course passée. Guevara qui a pas vraiment été inquiété. Comme j'ai dit, 2 groupes à 4, c'est assez inhabituel pour la catégorie. Mais bon, voilà, il y a eu quand même assez d'animation devant, dans le sens où il y a eu un petit peu de dépassement, mais c'est vrai que c'était un petit peu moins excitant que d'habitude. Toi, t'avais noté une chute ?
Ouais, j'avais noté surtout la chute de Mazia qui fait un peu froid dans le dos quand même, parce qu'il la prend vraiment pleine balle et pas tu sais vraiment on a vraiment l'impression qu'il est déjà bien accéléré, et comme si tu remettais vraiment un grand coup de gaz en pleine ligne droite, et là ça saucissonne tout de suite, ça l'envoie vraiment en l'air et ça retombe fort. Bon, j'ai pas vu les communiqués médicaux, savoir ce qu'il avait, enfin dans quelle mesure il était blessé, mais ça c'est une boîte vraiment ultra rapide. Là pour le coup, celle-là elle fait vraiment peur, elle fait vraiment peur à voir. Ouais, c'est un virage rapide, sortie rapide, ouais, comme tu disais. C'était assez impressionnant. Donc, j'ai oublié de rappeler le classement au championnat. On a Guevara en tête avec 254 points devant Garcia 209 et Foggia 191. Et j'y ai pensé parce que justement, c'était un point que j'avais noté. Garcia perd un peu de terrain quand même, donc ça commence à prendre forme pour Guevara parce que là, il a quand même 45 points d'avance. Il reste plus tellement de courses, il en reste 4. Donc voilà quoi, ça commence à sentir bon quoi. 45 points, 4 courses. Bah ouais, surtout qu'en Moto 3, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de motos qui pouvaient tout de suite changer la donne et se mettre entre un prétendant et un autre. J'avoue que Guevara, je le voyais pas arriver comme ça en début de saison. Quand on avait vu le début de saison de Garcia et de Foggia, si je dis pas de bêtises, c'était quand même plus ceux qui tenaient la corde. Et là, Guevara a l'air de bien finir sa saison. Va falloir se réveiller gentiment côté Garcia s'il veut pas que ce soit plié à une ou deux courses de la fin, quoi. Ouais, bah là, ouais, ça s'oriente un petit peu dans cette direction. Après, il reste encore un petit peu de temps et on va voir. Il y a toujours des aléas possibles, surtout en Moto 3. Mais voilà, donc on va passer tout de suite au Moto 2. En Q1, ce sont Canet, Baltus, Kubo et Bobir donc qui se qualifient pour la Q2, et c'est Canet qui prend la pole devant Aldeguer et Dixon, Arbolino, Chantra et Salach en deuxième ligne. Canet et Aldeguer profitent de leur bonne position pour s'échapper de la meute, laissant Chantra, Bobir et Arbolino mener le peloton. Aldeguer chute dans les premiers tours, laissant Canet seul aux commandes avec presque 2 secondes d'avance. Et Canet va chuter le tour suivant. Donc c'est Chantra, Arbolino, Alonso Lopez et Ogura qui sont en tête de course. Augusto Fernandez s'était mal qualifié sous la pluie, 11e, mais il s'est replacé 6 au 8e tour. C'est Vietti qui chute, donc ça commence à faire beaucoup. Alonso Lopez, parti 12e, mène les débats devant Ogura, donc le japonais va s'échapper et Fernandez va revenir sur Lopez dans la deuxième moitié de course et va le passer partant à la chasse d'Ogura, mais c'est pas simple puisque le gap est déjà de 2 secondes. Le pilote japonais s'impose. Fernandez est deuxième, Lopez 3, Dixon 4, Chantra 5, Arbolino 6 et Acosta 7. Fernandez est toujours en tête avec 234 points devant Ogura 232, Canet 177 et Vietti 162. Moi j'avais surtout noté le fait que Canet et Vietti c'était quand même beaucoup trop friable. Canet il menait largement la course et il chute comme souvent bêtement. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il a le potentiel pour être un petit peu plus régulier. Et c'était à peu près la même remarque que je m'étais fait sur Vietti, quoi. Ils sont pas trop mal placés, mais souvent ça chute trop. Je sais pas ce que t'en dis. Alors moi je ne me permettrai de rien dire sur Vietti parce que Ophélie va écouter, donc du coup elle va hurler. Et non, sans blague, concernant plus Canet que Vietti d'ailleurs. Moi je le vois plus comme un solide prétendant régulier au top 5 et au coup d'éclat quand les conditions sont réunies, plutôt qu'un potentiel champion en puissance, parce que ça fait quand même plusieurs saisons que la régularité lui fait défaut. Là on l'a un peu plus vu aux avant-postes que d'habitude, mais voilà, c'est pas même si j'aime beaucoup le pilote, c'est malheureusement pas quelqu'un qui pour le moment est en mesure d'aller titiller un championnat au vu des nombreuses chutes comme tu dis. Après pour Vietti, je comprends pas trop non plus, il a la vitesse, il a pourtant un bon encadrement aussi. Donc là, c'est peut-être la pression, peut-être, je sais pas, c'est bizarre, mais oui, effectivement, pour le moment, c'est pas suffisant.
Petite info complémentaire, donc Sam Loves, qui était pourtant déclaré apte à courir, a décidé de justement pas s'engager. Le dimanche, il a été jusqu'à la Q1, mais il se sentait pas bien au niveau de la récupération, donc il a préféré ne pas courir. Alors c'est une décision assez intéressante dans le sens où de lui-même, il a décidé de pas y aller parce qu'il considérait qu'il n'était pas en condition pour courir, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de le signaler. Je sais pas ce que t'en dis. Bah si, surtout que ça change par rapport aux dernières choses où quand on avait vu, pour ne parler que de lui, Canet qui avait été déclaré fit alors qu'il pisse le sang dans son casque, ou c'était Fernandez, si je dis pas de bêtises, qui était dans un état pitoyable et qui au final a été autorisé à remonter sur une moto, quoi. Donc là, qu'un pilote de lui-même dise j'y vais pas et soit pas en plus sanctionné par son équipe, je trouve ça vraiment bien. Ouais, bah de toute façon, on va voir ce que ça va donner au prochain Grand Prix, qui va arriver assez vite, en espérant qu'il soit remis. Ogura a quand même largement dominé la course, parce que au début ils sont partis à deux, les deux ont chuté et il a pris la course, il a pris la tête de manière assez, je dirais pas facile, mais vraiment petit à petit. Et entre Fernandez et Ogura, justement, ça augure d'une belle bagarre pour le titre, pour les dernières courses. Je pense que ça va être intéressant. Je sais pas ce que t'en dis. Bah si, justement, et surtout que si je te dis pas de bêtises, Ogura s'était battu jusqu'à la fin avec Martin pour le titre en Moto 3, qu'il avait perdu d'ailleurs. Donc là, une nouvelle bagarre pour le titre dans la catégorie supérieure, ça peut être super intéressant. Puis il y en a un qui doit se frotter les mains d'avoir signé son contrat avec Honda, parce qu'honnêtement, Ogura montre de sacrées choses. Donc bon. Je ne me souviens plus combien de temps Nakagami a signé avec Honda, mais si la saison prochaine... un an. Voilà, si la saison prochaine Ogura confirme et que lui ne fait pas une bonne saison, je pense qu'il peut commencer à avoir peur pour son guidon. Même s'il est champion ou vice-champion, je pense que ça justifiait de monter en MotoGP. Tout à fait. Bon, après, il se donne un an de plus. J'espère qu'il a fait le bon choix. On est d'accord. Parce que mine de rien, il y aura Acosta qui va être mûr l'année prochaine, je pense. S'il se blesse pas et s'il gère bien son intersaison, ça peut être un concurrent sérieux, mais ça on le verra l'année prochaine. Mais ouais, à voir comment ça va se goupiller. On parle MotoGP ? Eh bien allez, c'est parti. Allez. Eh ben donc pour le MotoGP en Q1, c'est les deux Pramac qui vont s'en sortir avec Zarco et Martin. Et en Q2, on a le retour de la revanche de Iti, pole position pour Marc Marquez. J'avoue que j'étais très content. Honda devait être content aussi sur son circuit. Et donc la pole pour Marquez devant Zarco et Brad Binder pour le championnat. Donc Quartararo lui va partir 9e et Pecco Bagnaia 12e. La course va commencer et on a déjà un premier coup de théâtre dès le tour de chauffe, ça commence fort. Alex Espargaro a un problème mécanique et va rentrer au stand où il change directement de moto. Il laisse d'ailleurs tomber la sienne directement au sol pour prendre son mulet. On apprendra plus tard qu'il s'agit d'une erreur du staff qui a laissé la machine en cartographie éco. Le départ est donné, Binder fait le all shot devant Marquez, tandis que Zarco dégringole dans le classement. Martin dépasse immédiatement Marquez et prend la deuxième place. Beaucoup de dépassements dans ce premier tour. Martin va prendre le lead, tandis que Miller dépose ses adversaires pour se placer troisième. Quartararo est toujours 9 et Zarco 7e. Miller prend la tête de la course dès le troisième tour et s'envole. Durant la suite de la course, on assiste à plusieurs beaux dépassements, notamment Bastianini sur Bagnaia, ou encore ceux de Marini en forme sur cette course. À quelques tours de la fin, Bagnaia rend l'appareil à Bastianini dans un dépassement au millimètre, tandis que Marquez passe Oliveira pour la 4e place. On assiste alors à un dernier tour de folie, type Moto 3. Binder passe Martin au bout de la ligne droite des stands, un dépassement superbe, alors que Bagnaia, lui qui est en lutte pour la 8e place avec Quartararo et Bastianini, perd l'avant et chute sans pouvoir repartir. Marini tente aussi sur Oliveira pour la 5e place, mais sans succès. Au bilan, on a une victoire en solitaire de Miller devant Brad Binder et Jorge Martin. Quartararo est 8e et Zarco 11e. Au niveau du championnat, Quartararo récupère quelques points. Il est premier avec 219 points devant Bagnaia 201
et Alex Espargaro 194. Par quoi allons-nous commencer? Je pense qu'on peut commencer par le début de la course. Ouais, ça me semble pas mal. Hein. Ouais. Alex Espargaro, bah, je te laisse, c'est ta note. Je te laisse faire. Ouais, bah pour moi, ouais, grosse erreur du team. Quand en plus t'apprends la raison qui le pousse à rentrer au box, et bah j'irais pas. Après, ils ont tous dit voilà, c'est une erreur humaine, mais quand déjà à ce niveau-là, c'est quand même très difficile à accepter. Moi, j'aurais vraiment tendance à dire que c'est le genre de choses qu'il faut vérifier 2 fois avant de quitter la grille quand t'es mécano ou membre du staff. Et puis raison de plus quand t'es 3e au général, quoi. Quand tu joues le titre, quand tous les points sont importants, bah tu peux pas te permettre une erreur comme ça, quoi. Après, il a de la chance parce que Quartararo fait pas un très bon résultat sur cette course, hein, parce que sinon il risquait encore de perdre vraiment encore plus gros en termes de gap. Mais ouais, une erreur comme ça, bah pour moi c'est pas du niveau MotoGP, quoi. Bah c'est un petit peu ça. Puis il a un bol monstre en plus, c'est de pas se faire taper au départ du retour de chauffe, que ça parte pas fort non plus à ce moment-là. Enfin puis comme tu dis, quoi, c'est le mec se dépouille sur la moto pour que ça fonctionne, pour gratter des dixièmes, et puis au final, parce que le mec a oublié de remettre la moto en config course, je sais pas, c'est un truc qui doit être fait à chaque course. Enfin, ils ont bien des process, quoi. Il y a un moment, c'est pas le championnat. J'ai rien contre les championnats nationaux, mais on n'est pas sur la course de boîte à savon de trifouiller les oies, quoi. C'est dommage, quoi. Ouais, c'est ça qui est assez étonnant. Après, on a échangé rapidement nous sur le WhatsApp, et moi je pensais que les pilotes avaient la main pour justement changer ce genre de choses, parce que bah ils ont quand même pas mal d'activités sur leur guidon, et a priori bah non, ça ils pouvaient pas enlever ce mode. Alors bon bah voilà, quand tu pars et que t'es bridé à 4000 tours minute. Non, mais bon bah voilà, quoi. En MotoGP, c'est pas grave, ça doit pas prendre beaucoup plus. Ouais. Voilà. Ouais, autant enlever 3 rapports de boîte, quoi. C'est une tristesse. C'est à peu près pareil. Après, il a du bol, hein, parce que il a du bol, oui et non, quoi. Parce que bon, quand il repart, la deuxième moto, elle est pas prête, elle est en soft en plus, donc quand il repart, bah. C'est ce que j'allais soulever comme point aussi. C'est là que j'ai pas compris. J'ai pas vu non plus les précisions météo, parce que j'ai mal fait mes devoirs. Du coup, j'ai vu la course tardivement. Mais du coup, je sais. Quand j'ai vu que ça partait en soft, je me suis dit ils ont peut-être des informations quand t'as une météo changeante ou des choses comme ça. Mais quitte, si rien ne change, quitte à avoir une deuxième moto, bah autant qu'elle soit dans la configuration de la première, quoi. Là j'ai pas compris, quoi. C'est pareil, ça fait pas professionnel, ça fait pas équipe qui est en lice pour jouer un titre, quoi. Moi j'ai pensé autre chose, justement, étant donné qu'ils partent en slick, qu'ils partent sur une course sèche. Je me suis dit, la deuxième, elle est obligatoirement prête pour une course mouillée, quoi. Parce que si jamais t'as une averse qui arrive, que t'as besoin de changer, bah tu vas pas changer pour reprendre la même, justement. Et moi, j'aurais plutôt pensé qu'il soit en config mouillé en cas d'averse. C'est ce que je me disais aussi, mais si la météo ne prévoit pas d'averse du tout, quel intérêt de la préparer pour une mouillée, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. De toute façon, elle était prête ni pour rien. Elle était prête pour faire un warm-up, et bon, bah voilà, quoi. Visiblement, les mécanos étaient pas prêts à recevoir la première non plus. Hein, elle a fini par terre. Le carénage carbone doit pas coûter assez cher non plus. Ouais. Ouais, mais bon, après, dans la panique... Ouais, après, Espargaro, quand même, beau joueur, il a pas, tapé sur le casque de son mécano. Alors après, en y réfléchissant, hein, on parle quand même d'un pilote qui a coupé les gaz à l'avant-dernier tour d'une course, donc je pense qu'on
C'est vrai. On en parlait aussi, et quand même que ça arrive, que ces deux mésaventures qui sont quand même dans les deux cas très très rares, que ça arrive au même pilote dans la même saison, c'est quand même pas de bol. Je pense que on va pouvoir lui offrir un joli t-shirt de Pierre Richard, parce que c'est vraiment pas de cul, quoi. Bon, on dit jamais 203, il reste 4 courses. Hein. Donc, Ah putain, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Mettre un pneu arrière à l'avant? Ça serait bon, ça. Ouais, je sais pas si c'est possible. Ah, remarque, non, c'est pas possible. Mais bon, ils vont trouver un truc, hein, je les laisse imaginer, je sais pas, oublier de mettre la visière sur le casque, ou je sais pas. Enfin, on verra bien. Enfin bref, c'est pas de bol, ça a quand même pas mal animé le truc. Et puis bah voilà, quoi, Espargaro, ouais, Pierre Richard, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, bon. Je te laisse embrayer sur le prochain point. Oui, tant qu'on en est à taper sur des gens, on va pouvoir continuer. Marquez qui fait la pole. Ouais. Ça fait mal aux 3 autres sur le mouillé, 4 en course sur le sec. Bon, du Marquez, quoi. Du Marquez dans le texte. Et puis bon là, après à noter que pour une fois les officiels étaient pas trop mal, parce qu'Espargaro est pas loin du top 10 si je dis pas de bêtises, et il fait peut-être même top 10. Du coup chose étonnante, on l'a vu à la télé d'ailleurs, ça faisait une plombée de mie que j'avais oublié qu'il roulait, ce gars-là. Mais non, on a revu des Honda à la télé. Bon, on a surtout vu celle de Marquez, mais oui, là ça fait mal parce que le gars il est blessé, enfin il était blessé, il revient, et même s'il est pas aussi flamboyant qu'avant, il claque quand même la pole, et il fait une course pas ridicule du tout, quoi, le garçon. Ouais, Espargaro fait 12 hein, quand même, donc on va pas s'enflammer non plus. Ouais. C'est pas flamboyant. Je le pensais top 10, tu vois. Ouais. Mais ouais, et puis enfin tu vois, Espargaro 12, Nakagami dans les choux. Enfin, ouais, mais il était blessé, hein. Ouais, d'accord, il est blessé. Il devrait rouler plus souvent blessé, il marquerait peut-être des points. Non, mais tu vois il a été blessé toute la saison, quoi, ce gars-là. Non, là il avait vraiment mal au poignet, Pépère. Et là c'est dommage, parce que tu vois que Marquez, lui, sait faire marcher une Honda qui est pourtant difficile, et comme il dit, qui a pas été développée uniquement pour lui cette année. Donc du coup, il y a quand même un souci quelque part, mais on l'avait déjà dit, le line-up chez Honda, il est trop faible de toute façon. Ah bah oui. Ouais. Bah, Paul Espargaro 12, Alex Marquez 13 sur la course. C'est clairement trop faible. Ouais. Ouais, après, ça fait plaisir de le revoir, parce qu'après, déjà, ça fait plaisir de le revoir en pole. Parce que sur le mouillé, on sait qu'il est à l'aise. En plus, c'était assez impressionnant de le voir devant. Et puis pareil, un bon comportement en course, quoi. Vraiment incisif sur les dépassements, sans être chien fou, on va dire. Et bah comme quoi, il peut finir une course. Donc là, il a l'endurance pour finir une course. Donc j'espère qu'il va finir la saison au mieux, quoi. Ouais, totalement. Et pour boucler la boucle sur Honda, parce que j'ai oublié de le dire dans le résumé, mais vas-y. Ils avaient une wildcard avec Nagashima, mais pareil, abandon, apparemment problème de train avant, si j'avais bien lu, mais apparemment il en a eu tout le week-end, donc voilà. Donc même pour la wildcard, le sort s'acharne un peu chez Honda. Ah mais il a pas foutu le feu à sa bécane, lui, au moins. Non, c'est pas lui, ça c'est une Suzuki. Mais ça c'est Tsuda. Oh la vache, quand tu vois le barbecue que ça fait. Oh là là. C'était beau. Petrucci a intérêt de sortir la combinaison inifugée, parce que là ça brûlait quand même fort, là. Ça brûlait quand même fort. Ouais, je pense qu'il a perdu un peu d'huile, et puis voilà, quoi, ça a pris tout de suite. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va vite. Franchement. Je te laisse parler un petit peu de Bagnaia. Ouais, Bagnaia, sa jolie petite chute. Enfin, bon, moi, de toute façon, du moment que Quartararo gagne, moi ça va. Mais non, mais là. C'est pas gagné encore, hein. Non, c'est pas gagné, mais tu vois, Bagnaia, il est sur une très bonne série, et puis là, il peut pas gagner, il est beaucoup trop loin. Et je comprends pas non plus.
quand t'es dans l'optique d'un championnat où tu sais que chaque point compte, où t'as galéré pour remonter, où tu reviens de si loin, là son positionnement je le comprends pas trop. Après quand il chute et qu'il applaudit, alors j'ai pas vu les déclarations post-course, mais j'espère que c'est ironique et qu'il s'applaudit lui-même, parce que Quarta il est sur sa trage, lui il est très 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 intérieur, et du coup bah il bloque le frein et puis ça glisse et terminé quoi. Donc là dans le dernier tour c'est au lieu de perdre un point il en perd 8 quoi. Donc c'est quand même un calcul un petit peu. Enfin c'est pas difficile de savoir que là ça vaut pas le coup quoi. Là il y a pas eu de calcul du tout de la part de Bagnaia. Hein. Bah, c'est ça. Après son dépassement, il est son dépassement sur Bastianini, il est. Moi je l'ai trouvé. Alors il est gonflé. Hein. Il est gonflé. Parce que si jamais, enfin ça passe au millimètre quoi. C'est à cet endroit-là. Oui. Il y a eu des beaux dépassements entre les deux pilotes Ducati. Hein. Ah ouais, totalement. Bah, le premier, c'est chouette. Hein. Ah ouais, franchement, c'est bien. C'est que là, on voit qu'il n'y avait pas de consigne de course, ou en tout cas que c'était pas respecté ni par l'un ni par l'autre. Parce que le premier déplacement de Bastianini sur Bagnaia est beau aussi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction c'est un point que j'avais marqué un peu plus loin, la réaction de Tardozzi quand on le voit dans le vestiaire qui lève les bras, genre pourquoi il le dépasse? Bah oui, mais bon, il le ramène. Et par contre, en fin de course, pour le coup, c'est dommage que Pecco chute parce qu'il avait retrouvé du rythme. Et je pense que ça aurait pu être sympa dans les derniers virages du circuit aussi, quoi. A priori, Bastianini a laissé entendre que le dernier dépassement, il l'a laissé un peu passer. Bon, après, voilà, tu peux dire ce que tu veux, quoi. Mais, non, ça risque de faire des étincelles les deux l'année prochaine avec parce que là, ça commence comme ça, alors qu'ils sont même s'ils sont embauchés par le même constructeur dans deux équipes différentes, l'année prochaine en tant qu'équipier, ça peut envoyer du pâté là. Tu crois qu'il va y avoir des carénages? Ah bah je pense que heureusement que Tardozzi et Daligna ont déjà des cheveux blancs. Parce que ils sont pas finis de stresser les garçons. Là. Pas fini il a pas fini de se tirer le bouc, Pépère? Ah ça va être dur là. Je pense que ils sont déjà en train de préparer les communiqués de presse pour la saison prochaine. Ah ouais. Bon, on va parler quand même de Miller. On est un peu obligé. Hein. Ah bah il a fait une très très bonne course de manière générale. Assez limite seul au monde, hein, quand même. Intouchable. C'est étonnant parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est dans la catégorie. Il avait jamais fait une course aussi dominatrice sur le sec, aussi facile, j'aurais tendance à dire. C'est assez étonnant. Je sais pas ce que t'en dis. Bah si, totalement. Après, le fait est que qu'il y ait peu d'essais sur le sec, il a peut-être trouvé le bon réglage pour la machine tout de suite. Pas faux. Par rapport aux autres. Et puis non, bah c'est Miller. On est quand même tous contents de le voir gagner. Il en prend une encore cette saison, c'est très bien. Avant de partir ailleurs, il montre que bah il a quand même le niveau, qu'il est là pour faire des coups d'éclat de temps en temps. Donc c'est parfait. C'était vraiment top. Ennuyeux pour le spectacle, ça c'est sûr, parce que du moment où il est passé. Pour la gagne. Voilà, on l'a pu revu, mais c'est un super mec. Donc c'est top de le voir gagner, d'être voilà, tout souriant, voilà, c'est mérité. Ouais. On glisse quelques mots des KTM, notamment avec Binder, hein, qui fait deuxième, qui fait une très très belle course. Et par contre, lui, en déclaration post-course, il dit ben voilà, quand on réussit à bien se qualifier et à partir dans le bon paquet, ça facilite les choses. Et t'as noté dans le débrief le dépassement qu'il fait sur Martin, hein, qui est, moi je l'avais noté en discussion post-course, il est vraiment très très beau. Et ouais, effectivement, sur cette course-là, déjà Binder est très à l'aise, Miguel Oliveira est pas loin, il est 5e. C'est pareil quoi, les deux, c'est étonnant que ça sorte du chapeau aussi tard dans la saison. Moi je comprends pas, mais bon, c'est bien pour eux. Pareil, ouais. De toute façon, on saura jamais si la part de réglage aura beaucoup joué ou pas, mais peut-être qu'eux aussi ont trouvé quelque chose directement pour régler la moto, ce que n'avaient pas les autres. J'ai du mal à voir ça possible, mais bon, de temps en temps, ils sont capables d'en sortir une, donc c'est que... Enfin, quand les planètes s'alignent, ça a l'air de fonctionner, tout ça. Donc voilà, peut-être que c'est le début d'une bonne fin de saison et puis qui repartiront sur le bon pied la saison prochaine. Faudra voir au prochain GP.
Je sais honnêtement, je comprends pas trop non plus ce qui s'est passé parce qu'honnêtement, ils étaient quand même dans les choux sur les dernières courses. Ah bah, et ouais, là, là, les deux sont devant, quoi. C'est pas juste un qui fait une bonne course, les deux motos sont devant, quoi. Donc bon, à voir. Ouais, comme tu dis, la fin d'année va être assez déterminante, à savoir que c'est aussi, il y aura que Binder qui va rester. Chez KTM, ça va pas mal bouger. Résultat, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine, quoi. Ouais, je leur souhaite d'avoir une moto bien née, et puis bon, ça serait bien pour le spectacle quand même, faut pas se leurrer, mais bon, après c'est du management de chez KTM, donc on verra comment ils gèrent leur histoire. En tout cas, ça fait plaisir là de le voir devant. Moi, j'aime beaucoup ce pilote, et c'est vrai que son dépassement, il m'a fait penser à Toprak avec son R1, la calée en stoppie et en travers pour prendre sa trajectoire. C'est juste hallucinant. Ils sont complètement fous. Ouais, c'est beau, hein, ce qu'il fait, hein. Ils sont fous. Tu te dis, mais quel trage il va chercher, et en fait il réussit à couper la courbe, et surtout à l'empêcher de repasser derrière, quoi. C'était vraiment c'est magnifique, et puis c'était chouette, hein. Et puis ce qui est beau, parce que moi je me dis, il est kata, il va le toucher, et en fait non, il est pas kata du tout, c'est volontaire ce qu'il fait. C'est démentiel, ils sont hors normes, les mecs. Moi je fais ça avec mon vélo, je tombe déjà par terre. C'est quand même magnifique de faire ça à 300 à l'heure, quoi. Et sinon, pour changer aussi de team, j'avais noté la bonne course de Marini. Oui. Sur un autre rythme aussi sur cette course-là. Il aurait même pu le taper le top 5. Donc vraiment propre, belle course, des beaux dépassements, vraiment rien à dire là. Pour le coup, c'est pas le pilote que je préfère, mais vraiment intéressant de le voir devant. Ouais, il fait une belle course, toujours bien placé pour finir 6, quoi. C'est une course intéressante. Après, il s'intercale, il va chercher des points. C'est intéressant pour lui, quoi, parce que il faut marquer des points. Parce que mine de rien, ça va être important pour la saison prochaine, quoi. Aussi. Totalement. Après, pour toi, la 8e place de Quartararo, c'est un bon résultat, ou au contraire, c'est un bon résultat? Non, là, au vu moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est que il peut pas faire mieux. Ah bah là, non. Et là, on n'est pas sur un circuit type Aragon avec une ligne droite de 3 bornes derrière où ta vitesse de pointe fait que. Donc là, bon, c'est bien. Il était en bagarre avec Vignales, il était derrière et tout, pas de problème. Mais il peut pas aller beaucoup plus fort. Donc est-ce que ça va suffire pour la fin de saison? Ce serait bien qu'il en regagne une quand même, au moins. Mais non, là, clairement, s'il met tous ses adversaires directs derrière, il y a pas, faut pas chercher, c'est une bonne course, surtout que Pecco l'aide un petit peu. Normalement, il prend un point de plus, là, il en prend 8. C'est top. C'est ça. Là, c'était plutôt intéressant, parce que, comme tu l'as dit, c'était un week-end où ils ont pas eu beaucoup de roulage sur le sec, et il avait pas le setup pour faire mieux, visiblement. Et puis bon, il se passe ce qui se passe avec Bagnaia. Ouais, c'est un peu bizarre. Moi, c'est plus la course de Zarco que je trouve un petit peu dommage, parce que il avait pour beaucoup le potentiel pour faire mieux, et il en manque encore. Là, c'est une course où il se loupe beaucoup, d'opportunités. En fait, il loupe des virages, et puis du coup, il finit loin derrière. Quand t'es deuxième sur la grille et qu'à l'entame du 3e tour, t'es déjà 7e, c'est qu'il y a un petit souci, quoi. Et tu vois, à la fin, il termine 11, une course 100 pour Johan. C'est rageant. C'est rageant. Ouais, pour revenir un petit peu chez Yamaha, Morbidelli, Crutchlow, donc 14 et 15. Morbidelli devant Crutchlow quand même, d'un dixième, enfin de quasiment 2 dixièmes de seconde. Je sais plus trop quoi penser de l'Italien. Après, Crutchlow, il lui a mis un bon petit tacle en débrief, en disant moi ça fait 2 ans que j'ai pas roulé, je reviens, je suis derrière lui, faut qu'il se bouge. De toute façon, il a pas tort, parce que là c'est une catastrophe, quoi. C'est incompréhensible.
C'est incompréhensible. C'est ce qu'on Ouais, répète on à chaque. Pas de le dire. Voilà, c'est ce qu'on répète à chaque épisode. Au final, il y a que lui qui pourra dire ce qui s'est passé de toute façon à un moment. Hein. Mais je connais pas son staff technique non plus, mais enfin son staff ou son entourage. Mais Fabio, lui par exemple, quand il avait eu des grosses désillusions, etc., avait quand même fait appel à un préparateur mental. Peut-être que Morbidelli aurait peut-être besoin de voir quelqu'un aussi pour l'aider à comprendre ce qui se passe, parce qu'on peut pas passer d'une saison à être vice-champion sur la dernière course avec une moto satellite à dans les choux comme ça, quoi. Surtout sur une moto officielle. Enfin, il a pas un pilotage si différent que ça de Fabio ou de tous les autres, quoi. Je comprends pas, quoi. Là, même comme tu dis, même Crutchlow qui a pas roulé depuis 2 ans arrive à faire fonctionner de la même façon que lui la moto. C'est quand même bizarre. Ou alors il est tout simplement pas fait pour être en écurie officielle, où il y a beaucoup de testing et il se perd dans les tests et dans les réglages et il y arrive pas. Ouais, ça reste une énigme. Enfin, après ça, on en parle tout à longueur d'épisode. Après, pour Quartararo, c'est un petit peu. On a eu des discussions assez intéressantes sur le Discord, dans le sens où après il y avait des avis assez différents. Moi, je suis plutôt d'avis que Quartararo ménage sa marge de sécurité pour pas tomber, parce qu'il sait que s'il chute, s'il fait des résultats blancs, bah il va forcément avoir énormément de mal à refaire son retard. Et c'est pour ça qu'il préfère, enfin pas qu'il préfère, hein, il préférait faire mieux, mais il se contente d'une 8e place, même si c'est pas folichon, plutôt que de hausser le ton et de prendre trop de risques pour aller chercher un top 5. Moi, c'était un petit peu dans ce sens-là, et a priori, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment de mon avis, dans le sens où, pour eux, ils le voyaient plus dans une optique où, justement, il est obligé de prendre beaucoup de risques, même pour faire un top 8. Alors, je sais pas trop ce que t'en penses. Bah, moi, je rejoins plutôt ta façon de penser. Dans le sens où, c'est lui le chassé. Donc, de toute façon, c'est à lui de s'adapter, et je suis plutôt d'accord. Pour le moment, il est toujours devant, de toute façon. Sa méthode-là, si ça fonctionne jusqu'à la fin de l'année en prenant des 8e places, pourquoi se priver, en fait? C'est sûr qu'on aimerait le voir devant, mais pour le moment, il n'est pas sa place au championnat. Oui, la marge est serrée, mais là, 18 points d'avance, c'est la différence entre. Enfin, si Pecco fait des courses comme ça, ou si à chaque fois qu'il fait premier, Quarta fait 2, ça peut jouer à 1 point à la fin. Donc, quand on voit l'importance de marquer des points, c'est pas forcément jouer à l'épicier, mais on est quand même pas loin de ça. Hein. Il vaut mieux marquer ses 8 points et laisser les autres faire les erreurs, ce qu'il a fait, plutôt que de risquer, comme tu dis, d'aller en prendre 3 ou 4 de plus en allant chercher le top 5. Mais à quel prix? À quel prix? Et là, on l'a bien vu pour Bagnaia. Il a voulu absolument aller chercher au moins 1 point de plus sur Fabio. Résultat, il en perd 8. Ouais, de ton point de vue, justement, il y a pas mal qui taclent un petit peu Bagnaia sur son côté un peu fragile dans le paquet. Qu'est-ce que t'en dis de ton côté? Je sais pas s'il se laisse pas emporter fragile, je dirais pas ça, parce qu'on l'a déjà vu en bagarre, on l'a déjà vu aussi avec une pression pas possible derrière et réussir à mener. Je pense juste qu'il y a un moment où il dégoupille et il reste pas focus sur l'objectif, qui est de toute façon, si au pire je dois perdre des points, d'en perdre le moins possible. Et je pense qu'il a peut-être pas encore il veut tellement bien faire, tellement je pense aller le chercher, ce titre-là, et c'est vu. Il a fait je crois que c'est 4 ou 5 victoires d'affilée. Où là il est sur 4 et une 2e place, ouais. Voilà, 4 et une 2e place, donc là il est sur son nuage en fait. Et il est tombé, quoi. Ouais, c'est ça, mais il est sur son nuage, il se dit que ça va passer quand il est en pleine confiance, et s'il essaye pas maintenant, il essaye jamais. Mais là, dans le dernier tour comme ça, quand tu vois les dépassements que tu as été obligé de faire pour passer pour passer un gars qui est chez le même constructeur que toi, voilà, tu sais que t'es pas au top niveau, que tu pourras pas aller chercher beaucoup plus. Bah là, je peux peut-être la faire sur cette course-là, prends ce qu'il y a à prendre, surtout que t'es derrière ton adversaire direct, donc tu vas pas, c'est pas un point. Tu vas pas perdre beaucoup, quoi.
Voilà, surtout quand on voit les circuits qui restent, tu vas avoir le temps d'aller en gagner encore au moins une. Voilà, faire la différence, c'est encore faisable, quoi. Là, si ça se joue à 5 points en fin de saison, il pourra s'en vouloir de celle-ci. Ouais, il y en aura d'autres aussi. Franchement, je pense. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour sur le MotoGP ? Je pense, j'avais pas précisé, mais il y a peut-être des fans ou des gens qui n'avaient pas vu dans les chutes, j'avais oublié, ou chutes et abandon, surtout abandon, j'avais oublié de parler de Alex Rins qui a abandonné, de Darin Binder et de Tsuda dont on avait parlé, Moto en feu. Voilà, c'est pour être, on est complet sur le sujet. Il va y avoir quand même pas mal de points puisqu'on avait déjà pas parlé de l'endurance et surtout c'était le dernier week-end du French Superbike qui s'est couru donc sur le circuit Paul Ricard et c'était la dernière manche et en 1000 c'est Forêt qui s'impose devant Techer et Renaudin en course 1, en course 2 presque les mêmes puisque Forêt s'impose à nouveau devant Techer mais c'est Gines qui fait 3e. De Bise a connu un problème mécanique en course 1 et n'a pas pu marquer de points. Et en course 2, alors qu'il était à la lutte aux avant-postes, je crois qu'il était 3e, il chute. Il part à la faute et il chute, et donc il marquera pas de points sur cette deuxième course. Et c'est Forêt qui est titré devant De Bise. Et Techer est 3e. Donc en Challenger, Martin Renaudin était déjà assuré du titre. Et au scratch, il est 5e, donc ce qui est plutôt un excellent résultat pour un pilote challenger. En 600, De Bise n'a pas couru parce qu'il était déjà assuré du titre et c'est Gimbert qui s'impose en course 1 et en course 2. Gregorio est 2e au général et Gimbert 3e. Alors, en 300, on a Oreste Baz qui s'impose devant Justine Pedmonte et David Dacosta en course 1. Evan Plindou s'impose en course 2 devant Dacosta et Loris Chédron. Côté titre, c'est Enzo Damani qui s'impose devant Dorian Joulin et Evan Plindou. Donc la grosse surprise, ça a été quand même De Bise qui a loupé le doublé. Lui qui avait quand même qui était plutôt en bonne position, mais bon, Forêt était quand même pas très loin pour lui mettre la pression. Et bah du coup, lui qui chute assez peu, bah là il est tombé 2 fois. Enfin, il a eu un problème méca. Donc voilà, c'est loupé. Alors si vous allez sur son Facebook, vous allez voir qu'il avait préparé des t-shirts, mais il avait aussi une paire de ciseaux. Donc il a sorti le t-shirt quand même et il a découpé la prévision du deuxième titre. Voilà, puisqu'il était déjà titré en 600. On va parler du Superbike aussi rapidement, qui se courait ce week-end aussi à Barcelone. Et carton plein pour Bautista, donc sur Ducati, qui gagne les 3 courses. Rea fait 2x2 et Toprak fait 3e sur la deuxième course. Au général, on a Bautista qui mène de 59 points devant Razgatlioglu qui a 8 points d'avance sur Rea. Il reste 4 week-ends de course. Donc il y a encore pas mal de points à distribuer, mais il y a quand même 60 points d'écart. Donc c'est encore ouvert, mais il va falloir se réveiller, quoi. Il va falloir vite faire des gros points. Côté français, on a Baz qui fait 11, 9 et 9 et il est 12e au général. En super sport, on a Egerter qui gagne les 2 courses et Honshu fait 2 podiums. Egerter mène de 36 points devant Baldassari. Côté GMT, on a Cluzel qui fait 8 et 15. Verdoya fait 14 et 16. En 300, les Français ont fait quand même des beaux résultats puisque Okaya et Steeman s'imposent. Hugo Canchelis fait 4 et 2 en course 2. Dissora 14e et 22e. Au général, Alvaro Diaz mène la meute et De Cancelis est 4e et Dissora est 5e. Est-ce que tu as vu le Superbike un petit peu? Est-ce que tu as regardé les résultats? J'avais regardé les résultats. Ouais. Je trouve ça, pour De Bise, je trouve ça absolument hallucinant. Le mec a un manque de chance, mais il passe sous une échelle avec un chat noir dans les bras, quoi. C'est pas possible. L'an dernier, il est en lice pour prendre le doublé quand il se fait percuter en mondial pour sa wildcard. Ouais. Et là, il était parti pour faire le doublé aussi. Un problème mécanique, bon, c'est tout. Ça arrive, mais en plus, la deuxième, il chute. Enfin, c'est hallucinant pour cet homme-là.
Mais bon, au moins ça montre que le championnat est relevé, que rien n'est joué d'avance. Et je trouve ça bien pour le FSBK, ça met du piment. Et d'autant que j'ai regardé aussi l'émission dont avait parlé Ophélie il y a quelque temps quand elle était allée à Carole, l'émission de Moto Addict. Ils font des super insides. Et il y a notamment un inside que je vous invite à regarder aussi sur leur chaîne avec Lucas Mayas à Manicourt. Ouais. C'est prenant et ça permet de voir que même en mondial aussi, c'est des championnats qui sont moins aseptisés que le MotoGP. Donc je trouve ça top. Et là pour le championnat de France, moi ça me donne qu'une envie, c'est de prendre mes billets pour Carole pour l'année prochaine de toute façon. Ah, t'étais pas allé cette année? Tu non, bossais? J'ai pas pu y aller cette année, j'y étais allé l'année d'avant. Ouais, le French Superbike, on le répète assez souvent, hein, c'est comme là, c'était au Castellet, hein, donc c'était au sud, ça court un petit peu partout en France, évidemment sur Manicourt, Le Mans, Carole, mais ça court un petit peu partout et c'est l'occasion de voir toujours des week-ends de course intéressants. Et surtout, comme tu le disais, d'être très très proche des pilotes et aussi de voir des jeunes talents, hein, parce que le podium de Justine Pedemont, c'est très très important. C'est une pilote qui est très jeune et c'est très cool de voir que en fin de saison ça pousse et il faut que ça poursuive sur les prochaines années, quoi. C'est chouette à voir. On fait un petit point bol d'or. Ah là là. Mon drame, le bol d'or. Le bol d'or. Je suis un gros fan de Suzuki. Ah bah tiens. La course fêtait ses 100 ans et les équipes officielles vont souffrir. Justement, la Suzuki numéro 1 est la première à casser le moteur à 2 heures du départ, donc ça repart pas. Le Yacht va casser à la fin de la 3e heure, donc ça fait quand même 2 gros leaders qui vont sauter très très rapidement dans la course. Et la Kawasaki 11 va passer un long moment au box et va repartir avec 11 tours de retard sur la tête. Après 4 heures de course, c'est la Ducati officielle donc qui mène, donc c'est assez surprenant puisque c'est pas une écurie qui est réputée et une marque qui est réputée pour être fiable et surtout voir des officiels sauter aussi vite sur une course de 24 heures, c'était assez inédit. Et donc Ducati est toujours aux avant-postes le dimanche matin, bien que Chas Davis ait renoncé à prendre des relais parce qu'il avait des problèmes au dos. Et donc la Kawasaki du team Tati va abandonner à la 20e heure. La Honda remonte et compte tenu de l'abandon de la Suzuki doit assurer de finir pour empocher le titre. La Ducati de tête va connaître un gros arrêt mais pourra repartir et finir à 5e au global. Donc ils ont quand même fait une très très belle perf sur tout le week-end. Et 2 Yamaha seront en tête, donc la 333 et la 77 devant la Kawa 11 qui s'est bien replacée et donc la Honda. Qui fera 5e. Donc le titre est pour la Honda du FCC TSR, Honda France, donc devant le CERT. Donc le bol d'or, t'avais suivi un petit peu ou pas? J'avais pu suivre un petit peu, oui, à mon grand malheur. Je trouve, en fait, c'est pour l'histoire. Je trouve ça dommage. Suzuki pouvait s'en aller sur le titre. Bon. Sur un titre, ouais. Ouais, et là c'est pas le cas. Maintenant, la question que je me suis posée, et j'ai pas trouvé la réponse, tu l'as peut-être. Qu'est-ce qu'ils peuvent changer comme pièce sur la moto entre Suzuka et le bol? Parce que comme les moteurs sont pas les mêmes et tout ils sortent l'artillerie lourde à Suzuka, mais je trouve ça quand même assez énorme que toutes les motos qui ont brillé à Suzuka casse dès les débuts de la course de 24 heures qui suit, quoi. Alors j'ai pas vraiment suivi Suzuka, donc je sais pas exactement si ce sont les mêmes équipes qui sont engagées à Suzuka. Quand je dis les mêmes équipes, c'est les mêmes numéros de moto, c'est-à-dire est-ce que la Yamaha Factory, parce que ce que nous avait expliqué Christophe Guyot, c'est que à Suzuka typiquement, tu vas avoir les équipes Yamaha officielles, les équipes Yamaha par exemple qui ont l'habitude de faire toutes les courses d'endurance, et à côté de ça, il va y avoir une équipe Yamaha Factory, donc qui est une équipe engagée uniquement sur les 8 heures de Suzuka.
et qui vient en général avec les pilotes, vu que c'était en intersaison MotoGP et Superbike, qui souvent venaient soit avec des pilotes satellites MotoGP et souvent avec des pilotes Superbike. Et d'après ce qu'avait dit Christophe, d'un point de vue réglementaire, c'est beaucoup plus ouvert au niveau électronique à Suzuka. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités d'avoir des électroniques plus développées quoi, et propriétaires. Ah, mais tu vois, justement, parce que pour Yam et Honda, par exemple, c'est leurs équipes factory qui étaient sur place. Mais il y avait aussi la Yart et pour Suzuki, pareil, par contre, c'est le CERT qui représente Suzuki pour les 8 heures. Et justement, vu qu'ils ont mis un peu les watts sur Suzuka, parce que si je dis pas de bêtises, le CERT fait 3. Et vu qu'ils ont ouvert un peu plus les vannes niveau puissance là-bas, est-ce que c'est pas ça qui aurait fragilisé la base moteur, d'où ma question de savoir ce qu'ils peuvent changer entre les courses, si c'était juste fermer l'électronique ou changer quelques pièces dedans, parce que bon, c'est quand même une moto qui était fiable à l'origine, et là bon, ça leur coûte le titre. Voilà, c'est la question que je m'étais posée. Après, alors j'avoue que quand Pierre a dit que Ducati était en tête au lendemain matin, bah j'aurais été assez content qu'il gagne, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il court après un résultat important sur une course de 24 heures. Ça aurait changé un petit peu aussi, sans compter que bon, on l'a pas mis dans le retour, mais de mémoire la 37 a abandonné aussi, c'est la BM officielle. Voilà, il y a quand même eu tous les des grosses favoris ont connu des problèmes, quoi. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Ouais, alors pour compléter justement le point aussi sur les endurances, de mémoire, quand on était allé au salon de l'auto avec Pierre, la personne qu'on avait croisée chez Honda, il nous avait expliqué que sur les courses de 8 heures et les courses de 24 heures, c'est pas les mêmes motos. D'accord. Justement sur les courses de 8 heures, ils peuvent se permettre un petit peu de mettre justement plus de patates. Et sur les courses ça faudrait revérifier, hein, mais de mémoire faudrait réécouter ces épisodes. Ouais. Bon, après tout le monde voilà, quand tu te réveilles le dimanche matin et que tu vois la Ducati en tête et les officiels out, forcément tout le monde s'est dit ça serait quand même pas mal que Ducati fasse un bon résultat. Après bon bah voilà, 5e, c'est pas une mauvaise pas une mauvaise course non plus. Après, ils ont eu un gros pépin, mais a priori, ils ont pu repartir. Et de mémoire, alors je sais plus qui a fait un vilebrequin et qui a fait une soupape, mais entre le Suzuki et le Yart, ça s'est passé comme ça. Les mecs, ils cassent. Il y en a un, c'est une soupape, et l'autre, c'est un vilebrequin. Donc là, c'est clair, tu repars pas, quoi. Après, la mine de rien, on est aussi sur une page qui se tourne en endurance, parce que là, Suzuki s'en va. Donc, plus de CERT, qui a quand même été un acteur majeur sur les au moins 15 à 20 dernières années. Et je le vois en re-regardant le résultat. Mais pour la 11, qui finit 3, c'est, si j'ai bien lu, c'est Gilles Staffler, leur manager, même le patron d'écurie d'ailleurs, qui prend sa retraite également. Donc du coup, ça fait quand même des personnages emblématiques qui vont s'en aller, qui vont manquer la saison prochaine. Donc à voir comment le championnat va tourner maintenant, puisque le Suzuki, c'était quand même une grosse implication. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aille aligner des Jex 1000 de 2 ans d'âge en championnat d'endurance, quoi. Donc ça risque d'être quand même la fin pour l'exposition de Suzuki en championnat. Ouais, d'un point de vue plus global, en fait, le Covid a quand même mis un sacré frein à ce que souhaitait faire le championnat d'endurance, à l'évolution qu'il souhaitait prendre. C'est que en fait, il voulait dans le prolongement de Suzuka, il voulait, suivant la même réglementation donc que sur le circuit japonais, il voulait faire aussi un circuit d'endurance à Sepang. Ça, c'est aussi ce que nous avait dit Guyot. Le gros problème, c'est que les équipes européennes qui n'ont pas un budget important, ils n'ont pas nécessairement l'opportunité d'aller aux 8 heures de Suzuka, surtout sachant que les équipes factory, elles viennent et de toute façon, tu pourras pas te battre.
Donc, ils sortent la grosse artillerie et toi, tu vas y aller pour au mieux jouer la 5e ou la 6e place, quoi. Et donc, il y a beaucoup d'équipes européennes qui n'allaient pas à Suzuka, quoi. Et en fait, je crois que c'est en 2020 qu'ils avaient annoncé aussi qu'il y aurait de l'endurance à Sepang et je sais pas où ça en est. Donc, comme tu dis, effectivement, c'est un virage important de par le retrait de Suzuki, mais il faut voir s'ils vont confirmer ce qu'ils veulent faire en Asie, quoi. Et puis après, on va voir aussi comment ils vont gérer la professionnalisation du championnat, parce que l'endurance, mine de rien, c'est aussi beaucoup de petites équipes qui amènent des pilotes qui n'ont pas forcément qui n'ont pas le même niveau que les Tom Team. Et avec la règle des 110% du meilleur chrono, j'espère que ça va pas non plus tuer le championnat, parce que bon, quand tu commences à envoyer des ex-pilotes de GP sur ce type de moto, bah forcément les temps sont pas du tout les mêmes. Ça doit être un peu plus compliqué quand tu sors un Chase Davis, c'est clair que ça va commencer à avoir flou, hein. Bah c'est ça, quoi. ça commence à piquer sévèrement, quoi. On va voir. Et d'ailleurs, oui, en news pour le championnat, si je te dis pas de bêtises, c'est Xavier Siméon qui a pas fait la course pour le CERT. Il me semble. Mais il me semble qu'il a annoncé son retrait juste avant le bol d'or. Alors j'ai pas vérifié s'il avait fait la course ou pas. Ouais, moi non plus, mais c'est vrai qu'il va arrêter. Et ouais, point important aussi, pour le coup, c'est beaucoup plus inquiétant pour l'avenir de l'endurance. Ils avaient pas assez de commissaires de piste pour les sessions d'entraînement, donc pré-bol, et elles ont été requalifiées comme roulage libre. Et pour des questions d'assurance, donc ça commence à être inquiétant de voir que une course comme le bol a du mal à trouver des commissaires de piste. Après, c'est une problématique, on va dire assez générale dans le sport mécanique, mais là ça commence vraiment à être inquiétant quand tu ne peux plus assurer le roulage. Les conditions de sécurité pendant les entraînements, ça commence à être problématique de mon point de vue. Totalement. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce week-end de fin septembre et on va se projeter sur le prochain Grand Prix de Thaïlande qui, pareil, alors attends, je vais essayer de donner les bonnes horaires. Moi, j'ai la course à 10h du matin pour le MotoGP. Oh, mais ça va, la course à 10h, ça va. On sera levé avec les tartines et les pains au chocolat pour voir Danilo Petrucci. Totalement. Sur une Suzuki. Ah, mais ça va être top. Ça va être top. C'est une belle récompense, c'est bien. Ouais. C'est bien. En plus que Ducati le laisse faire, je trouve ça génial. Et sur ce, Paul, merci beaucoup. Mais je t'en prie, on se dit à très bientôt. D'ici la fin de saison. Totalement. Dès le week-end prochain. Allô. Je dis oui. Allô. Ah oui, putain, je t'entends plus. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. C'est bon, je te disais oui totalement, dès le week-end prochain. On sera debout. Ça marche. Allez, ciao. À bientôt.